Bonjour, bienvenue sur le webinaire Cloud consacré donc au projet Cloud. Je suis Valérie Glenslin, responsable marketing opérationnel. Et nos deux experts, Aurélien et Maxime, vont vous donner des pistes pour bien préparer et gouverner votre projet Cloud d'ici quelques instants. D'un point de vue pratique, vous pourrez nous poser des questions dans l'onglet questions et répondre à des sondages également. Les questions, elles seront visibles uniquement des modérateurs, mais on y répondra par écrit. Et on prendra également un petit peu de temps à la fin du webinaire, à la fin de la présentation, pour répondre à vos questions. Normalement, les micros sont, pendant la présentation, coupés pour tout le monde. Voilà pour les questions pratiques. Et puis, je vais laisser la parole à Aurélien et à Maxime. Bonjour à tous, donc je me présente rapidement, donc Aurélien Kiner, donc moi je suis Cloud Solutions spécialiste chez Digora, donc je m'occupe justement de la partie Cloud, donc avec Maxime, sur toute la partie on va dire AWS, Oracle, Google et Azure aujourd'hui. Bonjour à tous, Maxime Poissignon. Je travaille avec Aurélien sur la partie Cloud, je suis le référent technique sur les différentes solutions que nous propose Digora. Oracle, Azure, AWS et Google Cloud. Alors, lors de cette présentation, on va redonner quelques éléments de contexte sur cette partie de migration dans un projet Move to Cloud. On reparlera de Cloud Assessment, de différents chemins de migration que nous pouvons réaliser, des critères de choix sur qu'est-ce qui permet de définir une architecture cible, l'établissement d'un plan de migration et les considérations qu'ils doivent en avoir, et les tâches de post-migration. Les projets Move to Cloud, c'est vraiment des projets qui sont à l'heure actuelle dans l'air du temps. On imagine souvent que c'est uniquement une transformation technologique. Alors, c'est en partie vrai, mais ça a des impacts aussi financiers, humains, business. Il y a plusieurs corps de l'entreprise qui seront impliqués directement dans cette transformation. Après, il faut bien distinguer, quand dans un projet Move to Cloud, la différence entre la migration de quelque chose d'existant et la création de nouveaux workloads, parce que les contraintes ne sont pas les mêmes. Quand on migre quelque chose d'existant, il faut penser à la partie bascule, coupure, tout ça. Alors, nous pensons que c'est une transformation numérique, mais à la fois technologique. Il y aura du financier à voir, il y aura des parties procédures, il y aura des parties de gestion de ressources humaines également. Dans notre vision d'un voyage technologique, on commence toujours par une partie de Cloud Assessment, donc une partie de découverte de l'existant, d'évaluation de la maturité pour le cloud. On partira dans les détails par la suite. On parlera ensuite de définir un peu l'architecture cible, sur qu'est-ce qui permet de l'avoir, définir aussi un chemin de migration qui permet d'atteindre ce qu'on souhaite atteindre sur le cloud. Une partie phase de POC, de Proof of Concept, pour valider le bon fonctionnement, la migration, et ensuite une phase de run et les tâches afférentes associées. Alors, on va passer sur un petit rappel du cloud, parce que le cloud, c'est pas magique directement. Ça permet de se délester de tâches à moins de valeur ajoutée, mais il restera des choses à gérer. C'est-à-dire que la partie on-premise, vous gérez toute la partie physique, l'hébergement, le réseau, le stockage physiquement. Et là, quand vous commencez à aller dans du modèle IaaS, toute cette partie, on s'en sépare. C'est le cloud provider qui va gérer cette partie hardware. Par contre, il vous restera au-dessus à vous à gérer les applications de données, middleware et des OS. Plus on va sur des couches gérées, moins on en gère. Et après, il reste encore de la partie configuration à voir. Ce qui permet de se délester de beaucoup de choses, mais ne pas oublier que si on reste en IaaS, il y a encore des choses qu'on doit gérer. Et du coup, on est soumis après au SLA que le Cloud Service Provider nous fournit. Si on passe d'un modèle où on a un contrôle total, où
où nous portons toute la responsabilité, un modèle où les responsabilités sont partagées. Donc sur la partie justement donc Cloud Assessment, donc aujourd'hui justement le Cloud Assessment, on peut passer au slide suivant, Maxime. Donc le Cloud Assessment aujourd'hui en fait c'est une étape qui est très très importante lors d'une décision d'aller sur le cloud. Justement ce Cloud Assessment va permettre d'évaluer la maturité à aller sur le cloud et c'est une étape finalement par laquelle toutes les sociétés examinent ses ressources, l'environnement de son infrastructure et de son système d'information pour déterminer finalement si elle est capable de migrer vers le cloud et comment elle va pouvoir migrer vers le cloud. Donc, en pratique, finalement, cela consiste à effectuer une évaluation, un audit, afin de faciliter ce processus de migration et de mettre en place un environnement cloud qui répond finalement aux enjeux métiers et aux besoins de l'entreprise. Ce sujet, il est vraiment primordial si vous envisagez de migrer vers le cloud. C'est un projet qui est vraiment à part entière et qui nécessite l'investissement aussi des équipes internes et l'investissement aussi des équipes de direction. Pourquoi ? Effectivement, il faut comprendre les objectifs. S'il y a un ROI, est-ce que l'infrastructure est vieillissante? Les équipes aujourd'hui, est-ce qu'elles sont surchargées par les tâches sans valeur ajoutée? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir finalement améliorer en migrant dans le cloud avec plus d'agilité, plus de flexibilité par exemple? Comment? Finalement, est-ce qu'on va y aller par ses propres moyens? Quelles compétences il va nous falloir? Est-ce que j'ai justement besoin d'un accompagnement externe par un prestataire ou une montée en compétences des équipes internes si elles ont le temps, ou alors de recruter vraiment des experts pour cette partie-là? Un objectif clair rendra vraiment plus facile cette adoption vers le cloud, comme par exemple l'élaboration d'une roadmap sur les prochaines années et les priorités réduisent finalement ce temps et cet investissement financier nécessaire à la migration. L'évaluation de la maturité cloud passe aussi par la partie ressources humaines, les disponibilités, les compétences, la partie formation, les exigences métiers, donc RTO, RPO, les disponibilités, donc tout ça on le verra lors d'un cloud assessment. Les exigences aussi en matière de sécurité, donc toutes les données ne peuvent des fois pas être migrées dans un cloud public, donc là il faudra peut-être se poser la question de passer dans un cloud privé ou de rester on-premise. Toute la partie aussi examen des ressources techniques, l'identification des workloads, ce qui est déplaçable et leur criticité, de quelle manière on peut les déplacer. Donc tout ça, on le verra lors d'un cloud assessment. Le ROI aussi de la migration, s'il y en a un. Déterminer aussi toutes les conditions de réussite. Et cela donc permettra finalement à la fin, à la sortie, comme c'est indiqué sur le slide, d'avoir un cahier des charges précis et une guideline finalement sur l'étude. Donc, pourquoi étudier l'existant? Donc, un petit peu, ça reprend la partie, justement, ça va avec le Cloud Assessment. C'est pour réduire, finalement, cette dette technologique, parce que bien souvent, on le voit, en fait, avec les Cloud Assessment qu'on peut faire. Il y a beaucoup d'infrastructures ou d'obsolescence qui sont retrouvées à ce moment-là, parce qu'effectivement, on reprend le contrôle de son système d'information pour voir ce qui est en production, ce qui est utilisé, ce qui est obsolète, ce qui n'est plus utilisé. Il faut vraiment identifier les points techniques qui sont contraignants, la partie peut-être réseau, la partie sécurité, la partie obsolescence. Connaître aussi toutes les interactions entre les différents workloads pour éviter des problématiques de lenteur suite à des dépendances trop fortes. Donc, bien souvent, on conseille à nos clients de migrer des environnements complets qui fonctionnent ensemble, effectivement, pour éviter d'avoir typiquement la base de données dans un cloud, les applications qui restent on-premise et avoir une latence qui est trop forte et finalement un ressenti utilisateur qui va être complètement, on va dire, moins bien qu'avant, alors que finalement, si on migre tout d'un coup, on va avoir de l'amélioration de performance et on va réduire effectivement cette latence qui peut exister entre des environnements complets. Une application qui est très sensible, justement, on va éviter de migrer juste son application et pas l'environnement complet. On va aussi, lors de l'étude d'un existant, ça va aussi permettre de réduire aussi le nombre de VM finalement à migrer. On le voit avec, lors des études de Cloud Assessment, on réduit entre 10 et 20% finalement le nombre de machines à migrer parce que c'est les machines qui sont oubliées dans un coin, qui sont éteintes, qui ne sont plus utilisées. Et donc finalement, ça améliore aussi le plan de migration et finalement le nombre de machines à migrer et le coût du cloud qui va être justement en face avec cette migration. On va parler aussi des différents chemins de migration. On va entendre du lift and shift, du replatforming, de la migration dans du SaaS. De quoi se perdre? On va les redéfinir un petit peu ensemble. On parle souvent de rehosting ou de lift and shift. Ça, c'est de déplacer les serveurs virtuels d'un endroit à un autre.
les avantages, c'est un changement minime ou quasiment inexistant, c'est surtout du travail d'infrastructure. Niveau délai, si vous êtes pressé, c'est beaucoup plus rapide et la réversibilité reste conservée. Par contre, ça sera comme on va utiliser des services cloud qui sont pas encore super dispo, ce sera plus coûteux, ça sera une sous-utilisation du potentiel du cloud. C'est peu de changements, mais on ne garde pas encore tous les avantages du cloud. Si on veut se faire une métaphore par rapport à ça, c'est un copier-coller des machines virtuelles qui hébergent l'application vers le cloud. C'est vraiment la plus simple, plus rapide, automatisable, mais c'est vraiment une sous-utilisation. Ensuite, on a plutôt du replatforming. On va déplacer l'application d'un serveur classique, une machine virtuelle, à un serveur qui va être managé. On peut avoir un exemple sur une base de données qu'on va mettre dans du Amazon RDS ou Oracle DBCS pour OCI. Après, il faudra quand même adapter un peu les applications, il y aura un peu de travail de développeur. Il y a une meilleure disponibilité et élasticité. Par contre, il y aura des contraintes sur les versions. Donc, il faudra faire très attention à la compatibilité. Ça peut être un peu plus long puisqu'il y a un peu plus de modifications au sein de l'application. Mais ça nous permet vraiment d'avoir la meilleure disponibilité. Les coûts peuvent être parfois réduits sur la partie gestion, les coûts de gestion de la chose, puisque la couche, si on se souvient du modèle de partage des responsabilités, la couche OS, elle n'est plus à gérer. Ensuite, là, c'est un passage en plus en application, on va dire, de manière native au cloud, en utilisant des services qui sont disponibles chez ESP. Pour ça, il faut quand même un peu plus repenser la manière dont c'est fait. C'est vraiment une adaptation des applications, voire un redéveloppement. C'est vraiment des réductions de coûts à long terme. Alors, comme on va utiliser des services du fournisseur de cloud, lui se maintient sur la haute disponibilité de ces choses-là. Donc, c'est plus élastique et plus disponible. Par contre, niveau de délai, ça sera plus long. Le coût initial sera plus fort, il y aura plus de travail. Et par contre, il y aura également un peu plus de ce qu'on va dire de vendor lock-in, donc un peu moins de réversibilité. Et donc, il faut des compétences humaines pour pouvoir le faire. Et après, il y aura ce qu'on va appeler du repurchasing ou de la migration vers du SaaS. On va dire, par exemple, plutôt que de gérer ces serveurs Exchange on-premise et tout ça, on va beaucoup plus aller vers du Microsoft 365, ou Office 365 avec le nom précédent. Sur d'autres exemples, c'est déplacer un CRM vers Salesforce.com, un système RH vers Workday, un CMS vers du Drupal. Ça permet vraiment de diminuer aussi les tâches à moins de valeur ajoutée. La disponibilité, c'est de la responsabilité du fournisseur de cloud. Il y aura souvent des nouvelles fonctionnalités sans surcoût. L'élasticité et la haute disponibilité, ce n'est plus votre problème. Il faut encore penser une sauvegarde, peut-être externalisée. Par contre, c'est moins de réversibilité. Il y aura partie moins de customisation, puisqu'il faudra s'adapter à ce service. Il y aura une dépendance au réseau, puisque les données seront complètement autre part. Et ça peut être un peu plus de travail sur le repensé. Au départ. Derrière, après, ça roule. On avait fait cette série aussi pour là parler de quelques outils d'aide à la migration. Parce qu'il faut s'accompagner. Quand la volumétrie commence à être un peu forte, c'est difficile de suivre. Alors, AWS, par exemple, nous propose pour un service de lift and shift, AWS Application Migration Service. Azure a sa propre Azure Migrate. OCI propose un outil de migration de leur base de données. Et il y a encore des outils tiers qui ne sont pas dépendants du coup des fournisseurs de cloud. Par exemple, Rackware ou Carbonite Migrate, qui sont d'autres. Ensuite, on en arrive sur quels sont les critères pour choisir son architecture cible. C'est les points qu'il va falloir penser.
Par exemple, il y aura sur les licences, il y a les considérations ne sont pas les mêmes selon que vous soyez en PaaS ou en IaaS. En PaaS, vous pouvez avoir un modèle de licence incluse, donc vous paierez à l'utilisation, ou un modèle de bring your license. Donc ça, c'est à vous de l'acheter et de dire j'ai une licence. Donc à vous de faire en sorte que ça soit respecté. En IaaS, il faut faire bien attention sur ces parties licence pour vérifier qu'il faut les respecter. Le fournisseur de cloud va vous dire il faut que ça soit de telle manière. Alors, par exemple, quelques exemples de licensing, il faut faire attention, il y a Windows, les bases de données, il y aura du Oracle, du SQL Server, il peut y en avoir d'autres. Tout ça, c'est à voir selon l'éditeur. Sur la partie sécurité, qu'on va se poser quand on va migrer, il faut penser à la partie disponibilité de toute cette application. Il faudra penser à l'élasticité, donc si ça monte en charge, ou un nouveau plan de reprise d'activité ou PCA, les conditions de réussite ne sont pas forcément les mêmes sur le cloud qu'en premise. Il y aura des sujets d'authentification, parce qu'il faut éviter la multiplication des comptes sur différents cloud providers qui commencent à avoir des solutions de fédération, de SSO, de provisioning de comptes, pour que ça soit avoir un gestionnaire d'identité unique. Et il va falloir définir où il se trouve et quelle est cette référence et comment s'y connecter à plusieurs endroits. Il faudra définir l'organisation des permissions aussi sur les nouvelles ressources. Sur le cloud, un admin complet peut vraiment tout vous supprimer les données s'il n'y a pas une organisation mise en place pour que ce soit évité. Et sur les accès réseau, il va falloir maîtriser les flux réseau. Il est très facile d'ouvrir des données sur Internet. Il faut mettre en place des correctifs pour éviter que ça arrive. Et donc, il faut des compétences pour pouvoir le faire. On parlera aussi du réseau, qui est un sujet important et souvent négligé, parce que j'ai déplacé mes données à l'endroit B, mes utilisateurs sont à l'endroit A, c'est comment ils vont s'y connecter de manière sécurisée pour éviter de les faire fuiter. Il ne faut pas forcément les ouvrir sur Internet. Souvent, quand on va parler de projet Move to Cloud, on aura une montée de ce qu'on va dire de cloud hybride. On aura une partie on-premise qui va être connectée au cloud. Et là, il faudra se poser les questions sur une latence qui peut être parfois forte, de la gig. Donc la gig, c'est la variation de la latence. Sur certains workloads, ça va très bien, sur d'autres, non. Et le débit attendu. Ce qui permettra de définir, est-ce qu'il faut que j'ai un lien direct avec les différentes solutions qui existent, Fast Connect, OCI, Direct Connect, ou une solution de VPN sera suffisante. Tout ça dépend de vos workloads. On revient après, par exemple, sur l'histoire de l'application et la base de données qui sont séparées, l'application qui reste en premise, la base de données autre part, ça reste compliqué. En général, ça dépend à quel point l'application tolère cette latence. Ensuite, pour voir la cible, par rapport au Cloud Assessment qu'on a eu derrière, on va étudier un peu les matrices sur les compatibilités logicielles sur les applications tierces qui sont installées. Est-ce que l'éditeur supporte Amazon RDS, par exemple? On vous dira peut-être non, vous devez avoir ça, donc là vous serez un peu bloqué. Alors, en complément du modèle de partage des responsabilités, il va falloir aussi avoir un RACI sur le projet, sur le run, pour savoir qui fait quoi, qui va gérer quoi derrière, pour que ça soit clair et que tout le monde ait sa vue alignée. Le cloud est magique. Enfin, vraiment, c'est chacun ses responsabilités dessus. Par contre, c'est souvent ce qui est amené par les fournisseurs de cloud, ce sont un système de tags ou d'étiquettes en français. Et ça peut avoir plusieurs utilités. Il vaut mieux définir la politique de tagging pour, par exemple, faire du FinOps derrière pour analyser les dépenses, faire du suivi des ressources et surtout aussi des permissions associées.
Alors là, on vous met un exemple de qu'est-ce qui peut être utilisé comme liste de tags, le nom, l'idée de l'application, son rôle, un cluster, l'environnement, les propriétaires. Parce que quand la multiplication des ressources intervient, on commence à retrouver avec je sais pas, 800 serveurs ou 1000 serveurs et du réseau et des environnements de stockage, ça commence à être beaucoup, et pour identifier à qui ça appartient et à quoi ça sert, là, il vaut mieux y avoir pensé au départ que de se retrouver le bec dans l'eau. Ah, il faut que je réétudie à qui ça appartient et est-ce que je peux limiter mes coûts là-dessus. Ensuite, on peut partir sur une définition du plan de migration. On a un peu les solutions de migration, les points qu'il faut faire attention. Et après, c'est quelle cible on cherche à atteindre, comment on peut bien l'établir, à quoi il faut falloir penser. Parce qu'on a vu qu'il y a de l'humain, de la technique, des interactions humaines, de la sécurité à voir, du financier. L'humain restera au cœur du projet Move to Cloud. Parce que souvent, ça peut être des projets qui sont longs. Donc, il faut éviter la dépendance à un groupe restreint de personnes, en pensant à la disponibilité des collaborateurs, des congés, des éventuels départs. On ne sait pas, ça peut être vraiment des projets d'1, 2 ans parfois. Donc là-dessus, une seule personne ne peut pas être responsable uniquement. Il va falloir penser peut-être à l'administration future du Run Cloud et former les administrateurs bases de données, systèmes, partie réseau, les développeurs. Se poser la question, est-ce que j'ai les ressources et leur disponibilité en interne pour s'occuper de tout ça, de cette migration, et après du run derrière, ou déléguer à un partenaire. Une partie technique aussi à prendre en compte, qu'il y aura peut-être des modifications sur la partie supervision, qui doit être prête avant la bascule, puisqu'on ne peut pas se retrouver en production en cloud, et comment je vérifie que tout fonctionne bien, que mon service est bien délivré à mes utilisateurs. Parfois, il faudra repenser à sa partie procédure, repenser sa chaîne d'alerting. Et du coup, ce sont des tâches annexes à la partie Move to Cloud, mais qui sont tout aussi importantes, puisqu'il faut penser aussi au run derrière. Quelle est la résilience de ma solution? Et après, voilà, modifier ces différentes procédures. Il y aura aussi un volet interaction humaine, puisque le métier devra travailler avec la technique. Si on commence à se poser des questions de bascule, il faudra des créneaux d'interruption, il faudra tester et recéter par des utilisateurs que la nouvelle solution fonctionne bien avant de basculer la partie production. Dans la partie architecture, le métier nous donnera les RTO et RPO entendus. Les ingénieurs et les développeurs s'occuperont de la partie déploiement. Dans la technique, il faudra aussi préparer tout ça et communiquer. Dans son plan de migration, il faudra aussi penser à la sécurité. On a déjà parlé de la sécurité dans le cloud, mais aussi cette période transitoire, elle est tout aussi importante. Il faut quand même pouvoir déplacer ces données de manière sécurisée afin d'éviter des fuites. On va se dire, je les envoie là, je pourrais les retrouver facilement. Parce que si on les met disponibles en accès sur Internet, ça peut être très dérangeant. Et on se retrouve avec une fuite de données puisque c'était quelque chose de temporaire qui a été mis en place et c'est resté là. Alors, il faudra penser à la question, oui, des outils IAM, des différents CSP qui s'appellent des Identity Access Management. Le modèle de gestion des permissions, il est adapté selon le CSP. Ils n'ont pas tous exactement le même modèle qu'il faut voir. Il faudra penser à la partie conformité des réglementations pendant la partie bascule. Bien sûr, dans tout ça, il faut toujours avoir un plan de retour arrière, un plan de reprise d'activité et de gestion des risques. Un autre volet à ces projets, c'est aussi le volet financier. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir un budget pour la partie projet, le run humain derrière, la partie formation des administrateurs qu'on disait, le coût des ressources chez le fournisseur de cloud, la partie infra,
parce qu'il faut se mettre en place un cadre FinOps. Et en sortie de tout ça, prenant en compte tous ces paramètres, on peut en sortir un plan de migration, en ayant découpé et priorisé les migrations de différents workloads, découpés en petites tâches, ce qui nous permet d'avoir des réussites rapides, plutôt que de se dire je vais bouger mon gros paquet et advienne que pourra, minimiser les risques. Un alignement des intervenants sur les conditions de réussite également de tout ce projet. Et le moyen est de migrer les données et la méthode de bascule. Quand je parlais de découpage, voilà, un petit schéma, ça va être très rapide, hein, mais qui prendre le gros projet et le découper en mini-parties indépendantes afin de vraiment minimiser les risques. On passe workload par workload, ce qui permet d'être bien plus clair, des objectifs rapidement atteignables. Je dis souvent des objectifs SMART, c'est mesurable et atteignable rapidement. Ça, c'est juste une vision très macro. Ensuite, pour la partie après la migration. Donc effectivement, donc là on est après la migration. Votre migration cloud, elle est maintenant un succès, mais en fait, c'est toujours pas une fin en soi. Donc c'est-à-dire que typiquement même les services PaaS ou IaaS ne sont pas forcément autonomes. On a pu le voir dans le passé, tous les cloud service providers, ils ont tous connu des pannes plus ou moins longues. Il faut donc penser aussi à sa stratégie de PCA-PRA si on ne l'a pas imaginé pendant le cloud assessment et ne pas oublier de la tester. Il faut également, après la migration, piloter finalement le cloud. Là, aujourd'hui, on a des nouvelles compétences sur le tenant cloud justement à administrer. Et donc, il faut surveiller cet environnement de production, ces environnements de test, de développement, etc. Donc, il y a des outils, des processus qui doivent être mis en place pour surveiller finalement ce nouvel environnement d'un point de vue sécurité, fiabilité, rentabilité également, avec la notion de FinOps. On va également continuer toujours à déterminer finalement nos applications qui sont critiques, les CRM, la partie base de données, le logiciel de paie, la messagerie. Il faudra toujours continuer aussi à communiquer avec les équipes métiers, les autres services comme le marketing, le RH, afin de connaître leurs besoins et leurs nouveaux besoins, voir si on peut les adapter sur la partie cloud. Il faudra également toujours s'assurer de la partie sécurité de son SI, mettre en place des politiques de test d'intrusion par exemple. Il faut aussi... Avec la partie cloud, on pourra mettre en place des KPI aussi justement supplémentaires pour l'optimisation du pilotage, la disponibilité, les fonctionnalités des services, toute la partie évolutivité également, la maintenance, les coûts, etc. On va aussi pouvoir mettre à disposition des tableaux de bord des fois qui sont plus performants à chaque équipe métier pour faciliter finalement le propre suivi concernant la partie performance, la partie financière, la partie optimisation aussi expérience utilisateur. Il faudra aussi mettre en place finalement là-dedans des reportings réguliers pour voir effectivement comment ça se comporte et qu'est-ce qu'on peut améliorer autour de ça. C'est aussi là finalement qu'on peut mettre en place du FinOps afin d'avoir un suivi financier, d'amélioration autour du replatforming finalement si on continue toujours sur cette partie financière avec des fonctionnements en mode agile, des micro-projets comme l'a également dit Maxime, afin finalement d'atteindre rapidement des objectifs bien définis et pas d'avoir un projet complet, mais vraiment des mini-projets pour améliorer cette partie cloud, surtout si on a un environnement qui est très complet, qui mélange du IaaS, du PaaS et du SaaS par exemple. En termes de suivi aussi qui est nécessaire, toute la partie supervision qui est différente de la partie on-premise, mais qui peut être complètement complémentaire. On le voit, nous, aujourd'hui, avec certains de nos clients, on a mis en place de la supervision on-prem qu'on a bougé dans le cloud, mais on a également utilisé les différents outils de supervision des cloud providers, mais on va l'utiliser un petit peu de manière différente dans le sens où les outils, souvent des cloud providers, peuvent coûter très vite cher suivant l'utilisation dont on a besoin. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est si on peut, c'est d'avoir la supervision qu'on appelle un petit peu hybride, mettre en place des KPI supplémentaires et améliorer tout ce qui est tableau de bord, justement, avec soit les outils des CSP, soit avec les outils de monitoring existants ou qu'un partenaire peut vous proposer. On peut aussi le voir avec certains clients qui peuvent décider finalement pour une stratégie de changement d'hébergeur ou infrastructure qui est trop rapidement obsolète, de faire un lift and shift très rapide, effectivement, car elle doit quitter son hébergeur dans un délai assez court. Et c'est là aussi le FinOps, en fait, qui est quelque chose de très important, permettre dans un premier temps donc, la partie amélioration pilotage financier, mais c'est aussi là qu'on va pouvoir, si on a des experts FinOps ou un partenaire qui fait du FinOps, proposer du refactoring, du replatforming, justement pour améliorer en fait la migration si c'était un lift and shift.
Donc, nous, on le voit aujourd'hui, on a deux types de clients, vraiment des clients qui font un lift and shift dans du IaaS et ensuite qui se posent effectivement la question de faire du replatforming ou du refactoring suivant effectivement leurs besoins et pour aussi améliorer la partie pilotage financier. C'est là justement donc, que le FinOps est très important parce que c'est vraiment lui qui va pouvoir piloter donc à travers des tags, à travers effectivement justement des tags et justement des dashboards de suivi financier. Vous allez pouvoir voir combien vous coûte chaque environnement, chaque service, voir si vous n'avez pas aussi des environnements qui sont surdimensionnés. Donc, c'est là qu'on va pouvoir mettre en place des right-sizing d'environnement. Si vous avez aussi finalement des environnements qui ne sont pas utilisés, on va dire, tout le temps, des environnements de dev, de recettes, de formation, donc c'est là où il faut mettre en place des politiques d'arrière-démarrage, parce qu'une machine qui est allumée vous coûte, une machine qui est éteinte ne coûte rien à part le stockage. Donc, c'est un petit peu comme la pub Versailles, quand on sort de la place, on éteint la lumière. Dans le cloud, c'est un petit peu pareil. Donc, il y a aussi toute une gouvernance cloud à mettre en place au sein de vos équipes internes, où effectivement, là où on laissait en on-premise les instances allumées à 24/7, dans le cloud, c'est vraiment important de mettre en place déjà une politique de création de VM avec des tags associés pour savoir à qui elle correspond, à quel service et pourquoi est-ce qu'elle est allumée. Et effectivement, si typiquement il n'y a pas ces tags de rempli, qu'il y ait des mails qui sont envoyés ou carrément que ces machines soient éteintes afin de ne pas avoir des machines très coûteuses, trop coûteuses, qui sont mises en production et on ne sait pas à qui elles appartiennent et pourquoi elles sont mises en production. Donc, c'est vraiment, après la migration cloud, donc après vraiment cette étape, il y a quand même une continuité à faire, de l'amélioration à faire pour pouvoir justement avoir des environnements qui sont optimum, qui sont d'un point de vue financier, qui correspondent à vos besoins, à ce qu'on vous a dit lors d'un cloud assessment, et effectivement pouvoir améliorer vos process, vos suivis financiers et toute la partie supervision. On va passer à la partie questions, s'il y en a. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat au niveau des questions. Alors, on peut parler du résultat du sondage qu'on a mis, qui a été mis là, sur les contraintes qui bloquent pour passer au cloud, voilà. Ce qui ressort essentiellement, voilà, c'est la partie manque de compétences et manque de ressources. Et pas négliger aussi derrière, après, la partie le budget et aussi la partie dette technique. Qui est, voilà. La dette technique, il faut s'imaginer que c'est un peu comme du financier. Vous l'avez derrière, c'est là et il faut au moment l'affronter pour la réduire. Elle peut exister, mais il ne faut pas qu'elle soit trop grosse, parce qu'à un moment, on perd un peu le contrôle de ces couches technologiques. Et c'est loin. Les compétences et ressources restent importantes. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions. On va peut-être regarder la liste des questions qui est arrivée dans le chat. Aurélien, je ne sais pas si tu veux y répondre. Alors, effectivement, j'ai répondu sur la partie plan de formation et combien de jours cela va prendre pour un DBA. Donc, effectivement, aujourd'hui, si on migre effectivement sur du IaaS, on va dire, pur et dur, la partie, on va dire, montée en compétences et formation sera assez rapide dans le sens où, effectivement, bien souvent dans du IaaS, les bases de données sont identiques, que ce soit sur la partie Oracle ou SQL, par exemple, ou Postgre ou MySQL. Par contre, si on passe effectivement sur des modules PaaS, bien souvent, effectivement, il y a une montée, on va dire, un peu en compétences à faire parce que la gestion de la base de données sera un peu différente. Alors, dans certains cloud service providers, elle sera
pratiquement identique à du IaaS, mais avec voilà, un petit peu d'automatisation sur typiquement le build. Donc là, en quelques clics, on peut avoir une base de données à disposition. Donc, on va remplir finalement ce dont on a besoin. Et aussi la partie backup qui va être automatisée plus pour la partie run. Et après, le DBA va retrouver un petit peu l'utilisation d'une base de données un peu classique. Peut-être des fois des lignes de commande qui vont être différentes. Si on prend effectivement le cas d'une base de données RDS Oracle, typiquement les lignes de commande seront différentes de celles qu'on a dans l'Oracle, on va dire une base de données classique. Donc il faudra peut-être monter en compétence là-dessus, sauf si on part après sur des bases de données qui sont complètement managées, où là on va dire la partie montée en compétence sera, on va dire, plus sur la partie gestion finalement cloud, plutôt que la gestion de la base de données. Donc là, on va vraiment plus être sur la partie data, la partie effectivement gestion cloud. Donc après, ça peut prendre effectivement, pour un DBA moyen, de 1 à peu près à 5 jours pour effectivement monter en compétences, tester, on va dire, la partie PCA PRA, comment est-ce qu'on met en place une base de données. Donc voilà, donc tout dépend du type d'environnement qu'on va choisir, du IaaS, du PaaS ou même du SaaS, et la montée en compétences sera un peu différente. Donc après, il faut, je pense aussi un peu splitter la partie base de données et la partie, on va dire, cloud, où ce ne sera pas forcément les mêmes équipes ou les mêmes compétences qui vont être nécessaires pour cette partie-là. C'est pour ça que des fois aussi, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir ce qu'on va appeler des playgrounds, qui sont un budget où les personnes pourront tester ces nouvelles ressources, faire joujou pour appréhender. Parce qu'il y a la partie documentation technique et formation, et à un moment, rien ne vaut mieux dans l'application pour vraiment comprendre tous les tenants et les aboutissants, où ça sera nécessaire après pour adapter les procédures de sauvegarde, de restauration. Ça va être une diminution quand même des tâches à moindre valeur ajoutée, mais il y aura quand même toujours des actions à faire sur de l'optimisation de requêtes, ce genre de choses, pour en rester sur la partie base de données. Ok, je vérifie juste qu'il n'y a plus de questions. N'hésitez pas si vous voulez poser une dernière question avant qu'on ne conclue le webinaire. Et du coup, si pas d'autres questions, merci à tous d'être venus pour votre participation. Merci Aurélien et Maxime pour votre expertise. Le webinaire sera disponible sous peu en replay, donc n'hésitez pas. Et merci à tous et très bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée.